Bonjour à tous et bienvenue à Nouvelle Exploration. Aujourd'hui, on va se plonger dans le potentiel de l'action Sophie. Ah oui, Sophie. Exactement. Les analyses qu'on a regardées suggèrent une trajectoire assez ambitieuse. On parle d'une possible multiplication par 4 de sa valeur d'ici 2029. Quadrupler sa valeur, c'est fascinant ça. Ouais. Ça titille notre curiosité, surtout dans un marché où on va dire les valeurs de croissance ont connu des hauts et des bas récemment. C'est l'occasion idéale pour décortiquer tout ça ensemble. Absolument. Et puis surtout en ce moment, les sources qu'on a consultées pour cette analyse, elles révèlent un croisement intéressant entre l'innovation dans la fintech et puis le potentiel financier. Tout à fait. Vous savez, ces périodes de fluctuation peuvent être de réelles opportunités pour l'investisseur avisé, c'est-à-dire vous qui nous écoutez. Notre mission aujourd'hui, c'est de plonger dans ces textes collés et d'en extraire les arguments clés qui soutiennent cette prévision optimiste pour Sophie. Alors, on commence par le commencement, le modèle économique de Sophie. On les décrit souvent comme une fintech complète. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, Dick? C'est un excellent point de départ. Fintech complète. Ça veut dire que Sophie ne se cantonne pas à un seul service financier. Ils offrent un éventail assez large de solutions. C'est ça. Imaginez un peu. Des prêts étudiants, des prêts personnels, des prêts hypothécaires, des comptes bancaires en ligne avec des taux d'intérêt intéressants. Ils ont aussi des plateformes pour investir, pour faire du trading, des cartes de crédit et même des solutions de paiement. C'est un peu un guichet unique pour tous vos besoins financiers. Exactement. Et l'avantage de ce modèle intégré, c'est que l'acquisition d'un client devient très efficiente. Attirer un seul utilisateur peut potentiellement mener à l'utilisation de multiples services. Ah oui, je vois. Plutôt que de devoir chercher un nouveau client pour chaque produit, c'est une stratégie qui semble porter ses fruits. Ils ont un taux de croissance annuel du nombre d'utilisateurs de 53%. C'est assez impressionnant. Absolument. Et cette expansion de la clientèle couplée à cette variété de services nous amène à la question de la rentabilité. Une croissance soutenue, c'est bien, mais il faut aussi des profits pour valider le modèle. Tout à fait. Et d'après ce qu'on a pu analyser de 2024, marque à tournant pour Sophie. Ils annoncent leur première année de rentabilité. Ah oui, c'est vrai. Un bénéfice net de 0,15 $ par action. C'est encourageant, même si on tient compte des avantages fiscaux. Et puis, la croissance du chiffre d'affaires est toujours là, 26%. Oui, et ce n'est que le début, apparemment. Les projections pour les années à venir sont plutôt alléchantes. Alléchante, c'est le mot. On parle de 0,55 à 0,80 $ de bénéfices par action d'ici 2026 et potentiellement 1,18 $ en 2029. Ouais, c'est une progression assez remarquable. Mais qu'est-ce qui rend ces projections crédibles? C'est justement ces prévisions de bénéfices futurs qui alimentent la perspective d'une valorisation beaucoup plus élevée de l'action. Si Sophie atteint ces niveaux de rentabilité, le marché va réagir positivement. Logique. On peut comparer ça à un jeune arbre. S'il grandit vite, on peut s'attendre à une grosse récolte plus tard, ce qui veut dire une plus grande valeur. J'aime bien l'analogie. Et pour que cet arbre continue de grandir, Sophie semble mettre en place une stratégie intéressante pour ses revenus. Il ne mise plus uniquement sur les intérêts des prêts. Exact. La gestion du risque lié aux prêts est un défi constant dans le secteur financier. Sophie s'y attaque en réduisant son exposition. Ils vendent une partie de leurs prêts à des partenaires comme Blue Owl Capital. Donc il se recentre sur la génération de revenus récurrents provenant des frais. Exactement. Frais de transaction, frais de gestion. C'est un modèle potentiellement plus stable et prévisible, comme un abonnement avec des revenus réguliers. Intéressant. Mais cette transition comporte-t-elle des défis pour saucer? Bonne question. La transition vers un modèle basé sur les frais nécessite de proposer des services attractifs qui justifient ces frais. L'objectif du PDG, c'est d'atteindre 100% de revenus basés sur les frais, contre 47% actuellement. Imaginez un flux de revenus qui dépend moins des taux d'intérêt et plus de l'utilisation des services. Ça attirait certainement plus d'investisseurs en quête de stabilité. Logique. Une entreprise stable avec des revenus prévisibles est perçue comme moins risquée, ce qui se traduit par une valorisation plus élevée. Parlons donc de ce potentiel de croissance et de valorisation pour saucer. Qu'est-ce que ça implique pour le prix de l'action? Mais si on combine la croissance annuelle des bénéfices de 20 à 25% après 2026 avec ce modèle de revenus plus stable, on a un potentiel de croissance de valorisation assez important. Les analyses évoquent une augmentation du PR, le Price to Earnings Ratio. C'est le multiple que les investisseurs sont prêts à payer pour chaque dollar de bénéfice. Il pourrait passer de 15-22 fois à un niveau plus élevé, reflétant la confiance dans la croissance future de Sophie. Et qu'est-ce qui pourrait justifier une telle augmentation du PR?
Une perception de croissance durable de Sophie, une confiance accrue dans son modèle économique diversifié et la reconnaissance de sa capacité à gagner des parts de marché. Oui, je vois. Si on prend la projection de 1,18 $ de bénéfices par action en 2029 avec un PR plus élevé, on pourrait arriver à une valorisation de 40 à 50 $ par action. C'est Oui. 4 fois le coût actuel. C'est un potentiel de rendement énorme. Mais il faut aussi parler des risques. Bien sûr, chaque opportunité a ses risques. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le risque de récession. Un ralentissement économique pourrait affecter la capacité des emprunteurs à rembourser. Sophie était-elle vulnérable à ce risque? C'est un risque pour tous les organismes de crédit, mais Sophie cible une clientèle avec un profil financier solide, revenu moyen supérieur à 150 000 $, score de crédit élevé. Ça pourrait les protéger en cas de ralentissement économique. Et c'est un bon point. Un autre risque, c'est la dilution des actions. Ça arrive quand l'entreprise émet de nouvelles actions. Oui, par exemple pour rémunérer les employés. Exactement. Quel impact ça pourrait avoir sur la valeur des actions existantes? Ça peut effectivement réduire la part de chaque actionnaire, mais la source indique que cette dilution diminue avec la rentabilité croissante de Sophie. C'est rassurant pour les actionnaires. Donc si on résume les points importants de notre analyse sur Sophie, Sophie se transforme en une entreprise rentable avec une croissance durable, un modèle diversifié qui mise sur des revenus stables et un potentiel de croissance énorme. Une opportunité intéressante pour l'investisseur à long terme dans la fintech. Mais attention, il faut toujours prendre en compte les risques. En clair, Sophie semble avoir franchi un cap important, une trajectoire prometteuse pour l'avenir de la finance. Et ça soulève une question importante. L'évolution de Sophie avec son accent sur la rentabilité et sa clientèle à haut potentiel. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir du prêt en ligne et la gestion des risques dans la fintech? À vous de réfléchir. Excellente question pour conclure. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration du potentiel de Sophie. On espère que cette analyse vous a éclairé. N'hésitez pas à approfondir le sujet. La source mentionne d'ailleurs The Smart Investor Podcast. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde de la finance sur The Deep Dive. À bientôt. Au revoir.